Alors, l'ESMA vient de publier en juillet deux documents super intéressants sur la prise en compte de l'ESG. Donc, il y a le premier document, le Final Report, qui est une analyse de dizaines de sociétés de gestion et de pratiques ESG des sociétés de gestion, qui a été réalisé par les superviseurs européens, donc l'AMF pour la France, la CSSF pour le Luxembourg et ainsi de suite. Ils ont tous analysé des fonds, des sociétés de gestion et ils ont condensé leurs résultats dans un document générique, celui-là. Et ensuite, on va avoir un deuxième rapport de l'ESMA qui a été publié également en juillet et qui montre les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques de la façon dont les sociétés de gestion doivent s'exprimer, doivent communiquer sur leur sujet ESG. Et ce qui est assez très bien fait, c'est qu'à chaque fois, ils mettent ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, puis ils mettent des exemples de bonnes pratiques et des exemples de mauvaises pratiques. C'est particulièrement intéressant de regarder les mauvaises pratiques parce que comme ça, on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc je commence par le premier rapport rapidement et ensuite on revient sur celui-là. Donc le premier rapport, je pourrais vous le présenter à mon avis en 3 heures tellement il est détaillé. Mais je vais vous montrer juste là où il faut aller, grosso modo, chercher l'information. Alors vous verrez qu'il y a plusieurs parties dans le document. 1, la compliance du cadre législatif. 2, la prise en compte des risques de durabilité. Et ensuite, les disclosures SFDR au niveau de l'entité de la société de gestion et au niveau des fonds. Et pour chaque partie, ce qu'il est intéressant de regarder, en tout cas de lire, c'est ce qu'on appelle l'ESMA View. Donc je vous donne un exemple. Ici, on est dans la partie des disclosures au niveau SFDR de l'entité. Vous avez grosso modo tout ce que l'ESMA rappelle. Vous avez une partie, par exemple, sur les PAI. Ensuite, vous avez des bonnes et des mauvaises pratiques ou des below average practices. Donc, ces petits encadrés sont vraiment intéressants à lire et à regarder parce que ça présente vraiment ce que vous ne devez pas faire dans la disclosure des PAI et ce que vous devriez vraiment faire. Et puis ensuite, vous avez l'ESMA View. Et donc là, par exemple, ils disent que la politique de rémunération doit être consistante avec la politique de prise en compte des risques de durabilité. Quelques petits points pris au hasard de l'ESMA que vous retrouverez dans ce rapport. C'est le fait que les documents contractuels ne soient pas en accord avec les documents marketing. Dès qu'il y a des discrepancies, dès qu'il y a des différences, l'ESMA met un petit drapeau rouge. L'ESMA met aussi en avant le fait que souvent les ressources humaines ne sont pas suffisantes dans les sociétés de gestion en ce qui concerne l'ESG et que les politiques ESG sont souvent trop floues. Il y a un gros sujet sur les politiques de rémunération. Donc là, l'ESMA voudrait vraiment que si la société de gestion prend en compte l'ESG dans sa politique de rémunération, c'est qu'elle explique clairement ce qu'elle fait. Elle se base sur quels chiffres, sur quel seuil, à quel niveau, quel est le variable qui est touché, par qui, selon quels critères. Et là, elle pointe vraiment du doigt que souvent, c'est très flou. Un autre sujet, c'est sur les données ESG, le fait d'utiliser des données ESG mais qui soient peu fiables ou alors qui soient pas vérifiées. L'ESMA met en avant le fait que c'est de la responsabilité des sociétés de gestion de vérifier les données ESG et de ne pas utiliser des données qui soient pas assez fiables. Il y a aussi un focus fait sur le risque de durabilité. Là encore, l'ESMA précise que c'est pas assez clair comment sont pris en compte les risques. Que fait une société si elle considère que les risques sont trop importants? Quel est le seuil qui fait qu'une société de gestion considère que son risque ESG est trop important ou pas? Qu'est-ce qui doit être fait pour le diminuer? Vous verrez qu'il y a par exemple un exemple où une société de gestion catégorise ses émetteurs par risque en fonction des quartiles par industrie, donc premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile, etc. Et que, en fonction de ces quartiles, elle définit un risque général ESG. Elle précise aussi que dans cet exemple qui était fait de contrôle sur une société de gestion, eh bien la société de gestion prend en compte ce niveau de risque ESG pour évaluer le risque global du fonds. Et donc ça, elle aime beaucoup. Ce que l'ESMA n'aime pas du tout, c'est par exemple un fonds article 6 avec des images de forêt dans les documents marketing. Ce qu'elle n'aime pas non plus, c'est quand les sociétés de gestion n'expliquent pas clairement leur méthodologie ou que leur méthodologie soit trop floue. J'ai beaucoup aimé ce rapport parce qu'il est plein de bon sens et qu'il met le doigt sur des pratiques qui sont quand même limites du greenwashing de pas mal de sociétés de gestion qui essaient un peu de noyer le poisson dans leur politique ESG, mais où on ne comprend pas au final, quand on les lit, l'investisseur ne peut pas comprendre comment est fait le modèle, comment la notation est réalisée et surtout comment elle est prise en compte par le gérant. Donc là, l'ESMA le dit, maintenant on arrête ça et on est extrêmement précis sur ce qu'on fait
Pour justement donner des exemples, l'ESMA a fait un autre document qui s'appelle Thematic Note on Clear, Fair and Not Misleading Related Claims. Et là, l'ESMA présente ces 4 grands principes qui sont accurate, accessibility, substantiated et up-to-date. Et donc elle précise que chaque information doit suivre ces 4 grands principes. Ensuite, l'ESMA présente ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, c'est écrire que vous êtes the most sustainable bank in the world. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est dire qu'un de vos fonds ou un de vos produits est noté or, comme un label gold, et que finalement, il n'y ait aucune information précise sur qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce label. Il y a pas mal d'exemples aussi sur des sociétés de gestion ou des fonds qui ont eu des récompenses qui ont été données par des entreprises tiers. Et là, ce que demande l'ESMA, c'est si la société a touché de l'argent pour avoir ça, ou s'il y a un conflit d'intérêt, est-ce qu'elle est abonnée à un produit ou un service de cette société, et d'expliquer comment a été fait le classement, si la méthodologie est claire ou si ça a été juste décidé par un petit comité. Donc là, elle précise vraiment qu'une mauvaise pratique, c'est no information is provided about the methodology used. Ensuite, à propos des industry initiatives, le fait de rejoindre certaines initiatives, c'est une bonne chose, mais encore faut-il suivre vraiment les pratiques de cette initiative et pas simplement dire que vous avez rejoint. Et là, vous verrez que l'AMF a trouvé certaines mauvaises pratiques de sociétés de gestion qui ont rejoint des initiatives, mais qui n'ont pas du tout mis en place les grandes pratiques et principes que l'initiative demande. Et là, ça me fait penser en particulier à des initiatives, là c'est pas dit dans l'ESMA, mais ce que je vois beaucoup dans les sociétés de gestion, c'est qu'il y en a pas mal qui ont rejoint des initiatives sur la biodiversité, sur la nature, etc. Donc normalement, elles doivent suivre ce que demande l'initiative, et aujourd'hui, force est de constater que beaucoup ne les suivent pas. Ensuite, c'est la comparaison avec les tiers, donc dans cette partie, comparison with tiers. Quand vous vous comparez, we pay above average attention to social issue, sur quoi vous vous basez. Et donc là, si vous dites quelque chose comme ça, l'ESMA attend de vous que vous listiez par exemple comment vous avez fait votre étude et sur quel indicateur vous vous basez pour déclarer une telle chose. Quand vous dites aussi our firm has reference in the market of sustainable investment, pourquoi vous dites ça, comment, qui le dit. Et là aussi, l'ESMA a identifié des bonnes pratiques comme des mauvaises. Et je vous incite réellement à aller voir les bonnes et les mauvaises pratiques parce que ça vous donne vraiment des guidance sur ce que le régulateur attend de vous. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle, si vous le désirez, lors de notre call Veille ensemble, des bonnes et des mauvaises pratiques. À bientôt!